bienvenue sur My Travel Project. Donc après ma série de vlogs sur mon voyage en Indonésie, je me suis dit qu'il était temps de faire une vidéo un peu récap de ce voyage. Donc si tu ne le sais pas, bonjour, je m'appelle Sixtine, je suis community slash social media manager en freelance et cet été je suis partie pendant 2 mois et demi en Asie. Et sur ces 2 mois et demi, j'ai passé 4 semaines en Indonésie. Donc maintenant que je suis revenue de ce voyage, je me suis dit que c'était le bon moment pour te parler des îles que j'ai visitées sur place, mais aussi des transports, des logements, bien évidemment le budget, et je vais aussi répondre en fin de vidéo à quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc comme d'habitude, si tu veux te rendre un moment spécifique de la vidéo, je te laisse checker la barre d'infos où il y aura les timestamps, et je vais tout de suite commencer avec l'itinéraire de mon voyage en Indonésie. Alors, il faut savoir que l'Indonésie, c'est un archipel de genre 17 000 îles. Donc, je pense que à moins que t'aies à peu près genre les 3 prochaines années de libre pour visiter l'Indonésie, faut faire un petit choix de ce que tu vas visiter avant quoi. Je pense qu'il y a vraiment un choix à faire, déjà juste je pense en termes de déplacement entre les îles, et puis surtout s'il y a des coins que tu veux absolument visiter pour pouvoir organiser comment y aller sur place. Et ça a été mon cas parce que donc on avait décidé avec mon copain de passer 4 semaines en Indonésie. Lui il n'y avait pas trop de coins qu'il voulait spécifiquement visiter. Moi je m'étais un peu renseignée et il y avait vraiment des trucs que je voulais faire. Mais alors entre ce que je voulais faire et ce que finalement on a fait, il y a eu un monde. Alors idéalement ce que j'aurais voulu faire, c'était visiter l'île de Java et aller dans les Sulawesi. Sauf que on avait décidé que à partir du moment où on arrivait dans chacun des pays qu'on visitait, on essayait dans la mesure du possible de ne pas prendre l'avion. Et sachant que ni lui ni moi on était allés en Indonésie avant, on s'est dit bah du coup essayons de faire le plus possible en transport locaux et donc sans prendre l'avion. Et en l'occurrence depuis l'île de Java, là où on atterrissait, vu qu'on atterrissait à Jakarta, aller au Sulawesi, faut prendre l'avion. Voilà, donc oui j'aurais adoré aller au Sulawesi, sauf que déjà même avant de partir je savais que c'était pas pour ce voyage là. Donc je m'étais renseignée et l'idée un peu plus réaliste que j'avais, c'était que depuis Java ça aurait pas l'air si compliqué d'aller vers l'île de Lombok ou vers les îles Gili. En l'occurrence pas les îles Gili les plus connues qui sont tout au nord de Lombok, donc Air, Trawangan et Meno, mais les îles qui sont au sud de Lombok, notamment Gili Gede. Finalement ce qu'on a fait, c'est qu'on a visité donc l'île de Java et ensuite on est allé à Nusa Lembongan et à Nusa Penida. Donc on a passé à peu près 2 semaines et demie sur l'île de Java et 10 jours environ à Nusa Penida et Nusa Lembongan. Donc tout d'abord on a atterri à Jakarta et ça n'a pas été un coup de cœur non plus. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir, mais vu qu'on est arrivé le jour de la fête nationale, il y avait pas mal de visites de monuments qui étaient fermés. Il y a aussi des quartiers qui nous ont moins plu, on a été un petit peu déçus, notamment Kota Tua et Chinatown, où on avait vu en ligne que c'était plutôt animé, plutôt sympa pour s'y balader, et nous ça n'a pas du tout été le cas. Donc est-ce qu'on est arrivé au mauvais moment, mauvaise saison, je sais pas, mais en tout cas ces quartiers-là nous ont pas trop plu. Il y a quand même des choses à visiter à Jakarta. On a notamment fait le tour de Merdeka Square et c'était assez drôle parce que c'était le jour de la fête nationale, donc il y avait plein de gens partout avec plein de drapeaux aux couleurs du drapeau indonésien. On s'est aussi baladé dans les environs de Merdeka Square et on est allé à la mosquée Istiklal que j'ai adorée. Mais mis à part ça, on n'a pas non plus fait énormément de visites parce qu'on n'avait que 2 jours sur place. Après Jakarta, on est parti direction Bandung. Pareil, on a passé 2-3 jours sur place à peu près et on a visité pas mal de choses, donc notamment le musée de géologie de Bandung. On est aussi allé au marché flottant de Lembang, c'était un peu un parc d'attractions, c'était assez drôle. Je me suis fait prendre en photo par pas mal d'Indonésiens. On a aussi visité une plantation de thé. Après Bandung, on a repris le train et cette fois-ci direction Yogyakarta qui a, je pense, vraiment été mon coup de cœur sur l'île de Java, notamment parce que c'est à Yogyakarta qu'on a visité pas mal de temples, donc les 2 plus connus étant Borobudur et Prambanan, mais on a aussi pu en visiter d'autres que j'ai adoré, donc je pense notamment au temple de Sewu et au temple de Mendut. Mis à part ça, la ville est super agréable aussi. On a profité pour se balader dans la ville, pour aller découvrir le Kraton, donc qui est le palais du sultan en fait. On a découvert plein de restos sympas, l'ambiance de la ville était vraiment cool. On a aussi énormément parlé avec le propriétaire de l'hôtel dans lequel on était, qui est un français, enfin qui n'a plus la nationalité française parce qu'il a la nationalité indonésienne maintenant, qui nous a raconté tellement de choses sur l'Indonésie, sur l'île de Java, enfin c'était super intéressant. Donc vraiment Yogyakarta, enfin moi j'ai adoré quoi. Après Yogyakarta, on est parti direction Malang, et Malang c'était notre dernière étape sur l'île de Java. À Malang, on a notamment visité les Rainbow Village, qui sont des quartiers plus défavorisés de la ville de Malang, qui ont été totalement peints, mais genre de toutes les couleurs par des étudiants de l'université pour donner un peu de dynamisme. On a aussi visité des temples, on est allé voir une cascade qui était vraiment magnifique, et c'est aussi depuis Malang qu'on est parti pour voir le lever du soleil au Mont Bromo, qui est, je pense, une de mes meilleures expériences en Indonésie, honnêtement.
C'était fou. Et donc après Malang, c'était déjà la fin de nos 2 semaines et demie à Java. Donc on a pris un bus qui a pris un ferry, qui ensuite est revenu sur la route, et ensuite on a pris un autre ferry pour aller à Nusa Lembongan et à Nusa Penida. Donc on a passé d'abord 3 jours à Lembongan, ensuite 6 jours à Penida, puis on est revenu pour 3 jours à Lembongan. On a un peu fait notre plan au dernier moment, donc fallait un peu qu'on s'organise niveau logement. Nusa Lembongan et Nusa Penida, ça a été 2 étapes beaucoup plus relax, déjà parce que bah, c'est des îles et c'est près de la plage, donc forcément c'était plus relax. Il y a aussi quand même moins de choses à visiter, même s'il y en a quand même, mais c'est surtout qu'on a eu 2 petits problèmes sur place. Le premier, le jour où on est arrivé, non, le lendemain du jour où on est arrivé à Lembongan, mon copain a eu un accident de scooter, donc rien de grave, mais il a eu un accident au démarrage du scooter, ce qui fait qu'il avait 2 steaks à la place des genoux pendant les 10 jours qu'on a passé sur les îles, donc on a dû un peu adapter notre programme. Donc on a quand même pu visiter, notamment à Nusa Penida, on a visité donc tous les spots de l'ouest, c'est-à-dire Broken Beach, Kelingking Beach, et aussi tous les spots de l'est qui sont moins nombreux mais qui étaient aussi vraiment sympas. Et à la fin de ces 10 jours à Nusa Lembongan et Nusa Penida, mon copain allait mieux, ses genoux allaient mieux, par contre moi j'ai bouffé un truc pas frais. Voilà. Donc j'étais pas très bien pendant 2 jours, donc voilà. À la base on voulait aussi faire au moins une demi-journée à Nusa Ceningan, qui est la petite île entre Nusa Lembongan et Nusa Penida, et ben c'est pas ça la trappe, voilà. Après honnêtement j'étais pas si malade que ça, genre j'étais quand même fonctionnelle, mais j'étais pas au top non plus. Donc ouais, le programme était un peu plus light sur ces 10 derniers jours, pas parce qu'on le voulait, mais parce qu'on n'a pas eu le choix. Donc voilà pour notre itinéraire. Comme tu vois, entre ce que moi j'aurais bien voulu visiter à la base et finalement ce qu'on a fait, il y a quand même eu quelques changements. J'avais pas du tout en tête d'aller à Nusa Penida ni Nusa Lembongan. En fait, c'est simple, j'avais pas envie d'aller dans le coin de Bali, tout simplement. Après, finalement, en termes de transport, de budget et surtout de timing, c'est ce qui faisait le plus de sens. C'est-à-dire qu'on avait le temps en fait pour aller à Lombok ou dans les îles Gili moins connues. Par contre, niveau budget, c'était pas possible, j'en ai parlé déjà dans une vidéo. Donc on a préféré aller à Nusa Penida et Nusa Lembongan. Je crois que c'était pas aussi peut-être clair dans mes stories, je sais pas, mais on m'a posé la question 2-3 fois, mais en fait je suis pas du tout allée à Bali, enfin, c'est-à-dire que j'y ai dormi une nuit, donc j'ai passé littéralement 8 heures à Denpasar, et le dernier jour aussi, je suis repartie de l'aéroport de Denpasar, mais sinon j'ai pas visité Bali. Donc voilà, si tu cherches des infos sur Bali, désolé, mais ça ne va pas être dans cette vidéo. Donc maintenant que je t'ai parlé de mon itinéraire, on va pouvoir parler des transports, et j'en ai pris pas mal pendant ces 4 semaines en Indonésie. Tout d'abord l'avion, parce que je suis arrivée à Jakarta en avion. Après, comme je le disais plus tôt dans la vidéo, l'idée était qu'une fois dans le pays, on voulait quand même privilégier les transports locaux, donc c'est-à-dire les bus, les trains, ce genre de transport quoi. Quand on était sur l'île de Java, on s'est exclusivement baladé en train entre les villes, enfin entre nos différentes étapes, donc de Jakarta à Bandung, à Yogyakarta et à Malang, on a que pris le train à chaque fois. Après dans les villes, on utilisait souvent Grab. Après pour se rendre de l'île de Java jusqu'à Denpasar, donc surtout depuis notre dernière étape, c'est-à-dire Malang jusqu'à Denpasar, on a pris un bus qui a duré 14 heures, je tiens à le dire, le trajet est plutôt long. Et ensuite de Denpasar à Nusa Lembongan, et ensuite dans l'autre sens de Lembongan à Denpasar, on a pris un ferry. Alors j'ai quand même trouvé qu'à Java, les transports étaient assez bien développés. C'est-à-dire qu'à Jakarta, on se déplaçait tout le temps en métro, le métro est très pratique, super bien développé, pas franchement cher en plus, donc autant en profiter. Le réseau de train est particulièrement bien développé, de toute façon je crois que genre 80% du système ferroviaire indonésien est sur l'île de Java, donc forcément ceci explique cela. Après, je trouvais quand même que le prix du train était cher, genre par rapport au niveau de vie des Indonésiens. Évidemment, nous en tant que Français qui plus est en voyage en Asie, on n'a pas trouvé ça excessivement cher, mais on trouvait que par rapport au niveau de vie des Indonésiens, c'était quand même assez élevé quoi. Après, comme je disais, pour aller de Java jusqu'à Nusa Lembongan, il fallait forcément passer par Bali, surtout si tu peux pas prendre l'avion depuis Surabaya. Donc on a eu un peu de mal à trouver honnêtement, mais finalement on a trouvé un bus qui vraiment partait de Malang, c'est-à-dire notre dernière étape à Java, et qui ensuite faisait tout le trajet en bus jusqu'à Denpasar. Honnêtement, le meilleur bus de mes 2 mois et demi de voyage en Indonésie. C'était le feu. Genre oui, ça a duré 14 heures, c'était super long et tout, mais au moins on n'avait pas à se soucier du ferry entre l'île de Java et Bali. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on montait dans le bus ce matin-là à 10h30, on savait qu'on était pris en charge jusqu'au moment où on allait arriver à Denpasar, le soir même à minuit et demi. La bouffe était comprise. Ça, je le savais pas. Enfin, je me doutais qu'il y aurait 2-3 snacks, mais non. La bouffe était comprise. C'est-à-dire qu'on est monté dans le bus, ils nous ont filé une box avec genre plein de snacks. Et ensuite, pour le déjeuner, on s'arrête, comme d'hab, dans les espèces de restaurants sur le côté de la route. Ils nous emmènent dans une salle privée. Il y avait un buffet de bouffe pour nous. Genre pour nous, tous les gens du bus. Et le truc était compris. Moi, je pensais qu'il fallait payer à la fin, ça m'aurait pas dérangé. Mais non, en fait, c'était compris. Ils nous avaient donné un ticket pour pas qu'on ait à payer à la fin, pour dire qu'en gros, c'était déjà compris dans le prix de notre bus, tout. Un kiff ce bus, franchement,
Si tu as l'occasion de te déplacer de cette manière-là en Indonésie, surtout donc entre Java et en l'occurrence là Denpasar, fais-le. Et enfin pour aller sur les îles Nusa, donc Nusa Lembongan et Nusa Penida depuis Denpasar, on a pris un ferry qu'on avait réservé en ligne. Les sites qu'on a utilisés surtout pour réserver nos différents transports, c'était soit le site du réseau ferroviaire indonésien, soit One2Go, soit Traveloka. Alors pour le ferry, le trajet dure à peu près 45 minutes. Si tu es un peu sensible du ventre, prends un Vogalib d'abord. Genre direct. D'habitude je suis pas le genre à avoir le mal de mer. Bah écoute, là je faisais pas la fière, voilà. Faut savoir aussi que si tu décides de réserver ton bateau en avance pour aller à Nusa Penida ou Nusa Lembongan, toutes les compagnies ou presque sont extrêmement mal notées. Quand je dis extrêmement mal notées, c'est à base de genre 1.9 sur 5 sur Google Maps. Voilà. Alors après il y a plein de commentaires qui sont par rapport au fait que y a beaucoup de vagues, que ça secoue dans le bateau et tout ça, mais je pense pas que les compagnies de bateaux soient franchement responsables de l'état de la mer en l'occurrence. Par contre, il y avait aussi plein de commentaires juste sur le fait que c'est pas des bonnes compagnies, tout simplement. Des histoires de plusieurs heures de retard à l'aller comme au retour. Nous, sur notre bateau pour le retour, donc pour aller de Nusa Lembongan jusqu'à Denpasar, on a quand même un moteur qui est tombé en panne pendant la traversée, donc voilà. Genre vraiment, il y a des histoires d'horreur dans les avis Google, donc je sais qu'il y en a quelques-unes qui sont pas trop mal notées, donc fais tes recherches si tu veux réserver ton billet en avance. Je te le conseille. Après, pour parler des transports de manière générale, j'ai quand même trouvé que c'était plutôt facile de se déplacer sur les îles que j'ai visitées, donc Java, Nusa Penida, Nusa Lembongan. Dès que tu arrives dans les îles, donc c'est-à-dire Nusa Penida, Nusa Lembongan, les transports sont beaucoup plus chers quoi. C'est aussi, je trouve, en général, beaucoup moins bien organisé et beaucoup plus galère. J'ai vraiment eu aucun problème d'organisation, de ponctualité, de service, tout simplement, sur l'île de Java. Mais alors une fois arrivé dans les îles, là, c'était autre chose. Après c'était rien de dramatique non plus, mais encore une fois en arrivant de 2 semaines et demie à Java avec une ponctualité sans nom et un service, je vais dire quasi irréprochable, j'ai quand même vu la différence quoi. Alors si on passe au logement, je peux te dire que le constat est un peu plus positif que quand j'étais en Malaisie. Donc si tu ne le sais pas, je te laisse dans la barre d'infos ma vidéo récap sur mon voyage en Malaisie, où les logements ça a été un peu la merde, voilà. Donc pour le coup, en Indonésie, l'expérience a été bien meilleure qu'en Malaisie, pour la simple et bonne raison que quand on réservait un logement, quand on arrivait dans le logement en question, ça correspondait aux photos, ça correspondait aux avis qu'on avait vus sur le booking, ça correspondait aux notes tout simplement qui sont données sur le booking, et ça c'est cool. Alors ça peut sembler complètement normal, mais après notre expérience en Malaisie, on n'était pas très rassurés de ce qu'on allait trouver, et finalement, super bonne surprise, on n'a jamais été déçus. Ça a toujours correspondu, comme je disais, à tout simplement ce qu'on voyait sur les fiches des hébergements sur Booking. Donc j'ai jamais été déçue d'aucun logement en Indonésie. Après forcément il y en a qui étaient mieux que d'autres, mais il y en a aucun que je recommanderais absolument pas, contrairement à certains que j'ai pu faire en Malaisie. Par contre j'ai quand même noté une certaine différence de prix entre Java et Nusa Penida et Nusa Lembongan. Alors c'est pas drastique, mais forcément vu que Penida et Lembongan c'est beaucoup plus touristique que Java, en tout cas de ce que j'en ai vu, forcément il y a plus d'offres de logements et les prix sont moins chers. Donc les prix étaient moins élevés à Nusa Penida et Nusa Lembongan pour les logements, mais j'estime qu'on a quand même eu un meilleur service à Java. Et donc justement en termes de logement, j'ai commencé à Jakarta dans une auberge de jeunesse, donc j'étais au Kungko Hostel, et pour le coup c'était assez marrant parce qu'on a réservé un lit double dans un dortoir, c'est la première fois de ma vie que je voyais ça. C'était très propre, c'était hyper fonctionnel, plutôt bien placé. Il y avait d'ailleurs un warung qui était vraiment genre collé à l'auberge et qui était super bon, pas cher, donc voilà. Vraiment c'était propre, on avait des grands casiers, donc pour le coup j'aurais rien à dire sur l'auberge. Après à Bandung, on était dans un hôtel qui s'appelle le Citra Dream Hotel, très basique, honnêtement ça ressemblait un peu à un Ibis Hotel, et je pense que c'est d'ailleurs une chaîne en fait d'hôtels, je suppose en Indonésie ou en Asie, mais ça faisait vraiment très franchise d'hôtel. C'était dans les moins chers qu'on avait trouvé, c'est pour ça qu'on est allé là, c'était très bien, c'était propre et ils étaient vraiment très cool. À Yogyakarta, on est allé au Aloha Hotel, super sympa, tenu par donc un Français et sa femme. C'est assez petit comme hôtel, enfin il doit y avoir une vingtaine de chambres et c'est que des chambres doubles, donc il y a vraiment pas beaucoup de personnes. C'est super bien placé parce que c'est dans une petite ruelle juste à côté d'une grande rue où il y a pas mal de restos. Et comme je le disais plus tôt dans la vidéo, le gérant de l'hôtel en fait ça fait genre 40-50 ans je crois qu'il habite en Indonésie,
Et il nous a raconté plein de trucs, il nous a donné plein de conseils, où aller, que visiter, où déjeuner, où dîner, enfin il nous a aussi raconté plein d'anecdotes sur l'Indonésie, enfin vraiment c'était super comme expérience, pas juste pour l'hébergement mais aussi pour l'accueil. Après à Malang on est aussi allé dans un hôtel de chaîne d'hôtels, pareil c'était dans les moins chers, dans le budget qu'on s'était fixé, qui s'appelle le West Prime Hotel, vraiment cool aussi, très bien. Pour le coup je dirais que c'était peut-être un hôtel qui était un peu plus haut de gamme, parce qu'il y avait une cuisine et un service de spa. Pour autant c'est pas non plus mon top 1 des hôtels en Indonésie, mais c'était très bien, c'était propre, c'était bien placé et pareil le service était impeccable. Après à Denpasar, vu qu'on y a dormi 2 nuits au total, on a fait 2 hébergements différents. Donc on a fait le Sugiras Living et le BJIU Homestay. Le Sugiras Living était parfait. On est arrivé super tard parce qu'on est arrivé à minuit et demi, on partait super tôt le lendemain à genre 8h30. Le propriétaire nous a attendus pour pouvoir nous accueillir à minuit et demi alors que bon clairement ça devait l'emmerder, mais bref. C'était super beau, c'était super propre, enfin on n'en a vraiment pas beaucoup profité parce qu'on est littéralement resté 8 heures sur place, mais c'était par rapport au prix, enfin c'était mieux que ce qu'on s'imaginait quoi. Et le deuxième homestay c'était pour notre dernière nuit avant de reprendre l'avion le lendemain matin. Et c'était très bien pour le coup, c'était propre, c'était relativement bien placé par rapport à l'aéroport ensuite, il y avait un petit déj compris le matin, enfin bref, c'était bien. À Nusa Lembongan, on a aussi fait 2 homestays, donc on a fait le Radia Homestay et le Wallet's Paradise. Les deux sont dans 2 coins différents de Nusa Lembongan. Je recommande aussi les deux. Vraiment, je recommande les deux qui étaient chacun très bien placés dans les endroits où ils étaient. Toujours à proximité de restaurants, de la plage. Je dirais que Wallet's Paradise c'était pas trop insonorisé par contre parce que littéralement on entendait les Allemands dans la chambre à côté de nous parler hyper fort genre toute la journée. Et après à Nusa Penida, on a fait aussi 2 logements, donc le Mertasari Bungalows et le Pitamata Villa. Pitamata Villa était peut-être dans un coin un peu trop excentré, même si ça restait très sympa, et je pense que le meilleur accueil qu'on ait eu, mis à part à Denpasar comme je le disais avant, c'était à Mertasari Bungalows. C'était un endroit... c'était paradisiaque le truc, on avait l'impression d'être, je vais pas dire sur une île déserte non plus, on n'était pas au bord de la plage, mais on était tellement au calme, c'était trop bien. Alors maintenant, passons à la nourriture. Alors, on trouve énormément de plats indonésiens super bons. Forcément, les nasi goreng, les mie goreng, le poulet frit, tout ce que tu veux. Mais c'est des trucs qu'on avait déjà goûté nous en Malaisie parce qu'il y a ces mêmes plats là aussi en Malaisie. Donc c'est très bon, mais c'était pas une découverte non plus parce que bah on en avait déjà goûté avant d'arriver en Indonésie. Mais les meilleurs plats que j'ai mangés, et ça comme d'hab, c'était vraiment dans des trucs qui payaient pas de mine. Genre le repas, je pense le plus simple qu'on ait mangé mais en même temps hyper efficace, c'était du riz, des œufs et du poulet, et c'était dans un petit warung devant la cascade Koban Talun, qui est une cascade qu'on a visité quand on était à Malang. Ça coûtait 3 cacahuètes, c'était tellement bon. Et j'avais déjà mangé ce même type de plat dans d'autres restaurants qui étaient parfois bien plus chers, et je peux dire que c'était quand même pas la même qualité quoi. Alors après niveau prix, faut savoir que quand t'arrives dans les Nusa c'est simple, ça passe du simple au triple niveau prix. Et je dis ça y compris dans les warung hein. Alors évidemment ça reste abordable par rapport au prix d'un restaurant en France, mais qu'on se le dise, quand tu voyages sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, bah ça fait quand même une différence dans le budget quoi. Surtout quand t'as été habitué sur les 2 mois d'avant à déjeuner, dîner, petit déjeuner pour 2 à 4 euros maximum par personne environ. Donc on avait vu la différence au niveau du budget quand on est arrivé dans les Nusa. On a aussi vu la différence au niveau de la variété de nourriture parce que bah voilà, c'est beaucoup plus touristique, donc il y a beaucoup plus d'offres de nourriture occidentale. Ça par contre c'était quand même un peu cool parce que enfin moi au bout d'un moment le riz frit j'en pouvais plus. Vraiment. Et pourtant quand j'ai habité au Cambodge, le riz, j'avais aucun problème, hein, j'en mangeais à tous les repas, mais là j'ai commencé un peu à faire une overdose de riz frit quoi. Et on va passer à la partie de cette vidéo que vous attendez à chaque fois, le budget. Donc on a passé 4 semaines en Indonésie, plus exactement 27 jours, et pour ces 27 jours en Indonésie pour 2 personnes, on a dépensé 299,44 € pour les transports. Niveau nourriture et boissons, on a dépensé 601,49 €. Pour les logements, on a dépensé 507,10 €. En termes d'activité, on a dépensé 292,26 €. Et pour tout ce qui est divers, donc en l'occurrence une réparation de scout, de la bétadine, des bandages, des médocs, on a dépensé 53,77 €. Ce qui fait un total pour 2 personnes pour 27 jours de 1744,06 €, soit un total par personne de 872,03 €. Et donc par jour et par personne, ça fait un total de 32,29 €. Donc tu l'auras compris, on est en dessous des 33 € par jour et par personne qu'on s'était fixé pour ce voyage. Donc pareil que pour la Malaisie, je suis très contente parce qu'on rentre dans le budget, mais par contre, que personne ne me dise que l'Indonésie c'est un pays pas cher en Asie. Genre je suis désolée, enfin je suis pas d'accord quoi. Alors si, comparativement à la France, évidemment que c'est pas cher. Voilà, parce que j'en vois venir certains là. Mais dans les pays d'Asie que j'ai pu visiter,
selon moi c'est parmi les plus chers. Bien évidemment Singapour est hors catégorie. Même la Malaisie c'était un tantinet plus abordable. Déjà je trouvais que le prix des transports était plus élevé et aussi niveau nourriture, mais dès que t'arrives vers Nusa Penida, les Mongan, Aden Pasar et tout, mais genre enfin, c'est un truc de ouf quoi. Tous les prix sont multipliés par 2 ou 3, forcément. Et même encore une fois, quand tu vas dans un restaurant local, enfin dans un warung, où tu vas prendre un nasi goreng, enfin c'est un truc de fou, t'as l'impression que le nasi goreng il est fait avec des feuilles d'or quoi. Alors après je suis d'accord que dans les Nusa, le logement est moins cher, mais pour autant tu fais pas des économies, tu vois. Alors évidemment ça reste un pays relativement abordable en Asie, mais quand j'entends ou quand je lis parfois que l'Indonésie c'est genre l'un des pays les moins chers d'Asie, je voyageais pour bien moins cher au Vietnam quoi, et au Cambodge. Après bien sûr ce n'est que mon expérience, dans tous les cas je suis très contente qu'on ait réussi à respecter notre budget de 33 € par jour et par personne, donc on rentre encore dans le budget qu'on s'est fixé pour ce voyage. Et donc on va finir cette vidéo avec quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram. J'avais mis une boîte à questions en story spécifiquement pour répondre à vos questions sur l'Indonésie. Et donc l'une des premières questions que j'ai reçues c'est l'île que tu aurais kiffé pouvoir visiter et pourquoi. Alors comme je disais, moi j'avais vraiment très envie d'aller au Sulawesi. Je crois que j'avais dû en entendre parler. Je sais aussi qu'il y a une fille que je suis sur Instagram qui s'appelle Meliba qui est allée pile quand moi j'étais en Indonésie, genre j'étais sur l'île de Java, elle était au Sulawesi donc ça me donnait encore plus envie d'y aller. Je pense le fait que ça soit aussi peut-être moins visité, enfin que c'est quand même une île moins touristique forcément que l'île de Java par exemple, ça me donnait envie, mais je me dis que ça sera pour une prochaine fois. Sinon, j'aurais bien aimé aller à Sumatra. Pour voir les orang-outans, pour faire peut-être des treks, mais c'était pas du tout le but de ce voyage en Asie, j'étais pas du tout équipée pour ça et honnêtement niveau équipement ça m'aurait fait chier de m'équiper pour un trek pour 2-3 jours sur un voyage de 2 mois et demi. Donc pareil, c'est une île que j'aimerais beaucoup visiter, mais je pense que je le ferai à l'occasion d'un autre voyage en Indonésie quoi. Ensuite, la deuxième question c'est visa, vaccin, comment ne pas se faire arnaquer si arnaque il y a. Bon, 3 questions en une. Le visa, je crois que ça a changé depuis le Covid, donc moi j'ai eu les mesures Covid, maintenant c'est juste visa à l'arrivée, donc visa on arrival de 30 jours. C'est une question qu'on m'a souvent posée pour les billets de retour, enfin preuve de sortie du territoire pour les visas à l'arrivée. J'avais déjà pris tous mes billets d'avion en avance pour prendre mes visas à l'arrivée et oui, à chaque fois on m'a demandé ma preuve de sortie du territoire pour pouvoir me délivrer un visa à l'arrivée. Donc en atterrissant à Jakarta, j'ai fait la demande de visa on arrival, j'ai montré mon billet de sortie du territoire, donc qui était mon billet d'avion pour genre 4 semaines plus tard, j'ai payé ce qu'il fallait payer, je sais plus combien c'était, et j'ai eu mon visa de 30 jours à l'arrivée. Je crois qu'il est renouvelable, mais comme je l'ai pas fait, je connais pas les conditions de renouvellement. Après, niveau vaccin, j'ai rien fait de spécial. Enfin, en fait, le truc c'est que moi, par des voyages précédents, quand j'étais plus jeune et quand je suis partie vivre au Brésil, j'avais déjà fait le vaccin hépatite A, hépatite B et vaccin à vie contre la fièvre jaune. Donc dans tous les cas, j'avais pas à me soucier de ça pour mon voyage en Asie. Je suis vaccinée contre le Covid, ça ils le demandent d'ailleurs à l'arrivée en Indonésie. Donc j'ai pas fait d'autres vaccins spécifiquement et dans tous les cas, je préfère ne pas donner de recommandations, de suggestions sur tout ce qui est vaccin parce que j'estime que c'est très personnel. Donc je conseille ni déconseille, peu importe le vaccin en fait. Je pense que le mieux c'est d'aller voir son médecin et qui saura te conseiller en fonction de ton dossier médical. Voilà. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas médecin, je ne suis personne. Et comment ne pas se faire arnaquer s'il y a arnaque il y a. J'ai pas l'impression d'avoir identifié des arnaques spécifiques en Indonésie. Genre vraiment que j'ai vu dans aucun autre pays en Asie. Donc je sais pas. Sinon comment ne pas se faire arnaquer, là c'est tout un sujet, on pourrait en écrire un roman. Honnêtement la question de l'arnaque c'est bien trop vaste. Genre comment ne pas se faire arnaquer niveau hébergement, niveau visite, niveau transport, niveau négociation. Je pense que c'est pas juste spécifique à l'Indonésie, c'est peu importe le pays que tu visites en Asie pour le coup, donc honnêtement c'est trop vaste pour que je puisse répondre à la question là comme ça dans une vidéo. À la limite faudrait une vidéo complète sur les arnaques quoi. Alors après, tes déceptions et tes belles surprises. Belle surprise, volcan Bromo, ça c'est sûr. C'est je pense la meilleure expérience que j'ai faite en Indonésie. C'était fou. C'était forcément cher, c'était genre 50 balles par personne, mais ça valait tellement le coup. Franchement, si t'as l'occasion de faire ça, mais va au volcan Bromo, enfin c'était dingue. Sinon, une autre belle surprise, c'était Yogyakarta. J'avais un peu peur que ce qui est juste d'intéressant entre guillemets à Yogyakarta, c'était Borobudur et Prambanan.
Et finalement la ville en elle-même est vachement sympa aussi, et en fait j'avais pas d'attente spécifique, mais comme pour Bandung c'était un peu le constat qu'on avait fait, qu'il y avait beaucoup de choses à visiter autour de Bandung mais que la ville en elle-même était pas si intéressante, je m'étais un peu dit que ça allait être pareil pour Yogyakarta. Et en fait pas du tout, c'était une ville vraiment cool pour se balader, pour découvrir, c'était vraiment sympa. Donc Yogyakarta, belle surprise aussi. Après sinon en termes de déception, je dirais Borobudur, justement, parce que en fait l'intérieur du temple de Borobudur était fermé pour rénovation, donc on pouvait pas y entrer et on pouvait juste arriver et faire le tour, et par rapport au prix du truc, tu l'as un peu en travers de la gorge, tu vois. Et après on s'est dit c'est pas grave, en fait on est juste arrivé au mauvais moment, bon il y a des rénovations au mois d'août, c'est comme ça. Sauf qu'ensuite on en a parlé avec le gérant de notre hôtel à Yogyakarta qui nous a dit ah mais non, il est pas en rénovation, ils font ça une fois de temps en temps, parce que des trucs politiques entre machin et choses, et pour faire chier je ne sais qui par rapport à je ne sais qui, ils ferment l'intérieur de Borobudur, parce que comme ça fait chier tout le monde et c'est des petites guerres politiques. Donc ok, super, on était bien contents. Donc petite déception par rapport à ça, mais je suis persuadée que ça aurait pas été le cas évidemment si on avait pu aller à l'intérieur. C'est juste que le temple en lui-même et l'extérieur, t'en fais vite le tour quoi. Et deuxième déception, mais déception à laquelle je m'attendais un peu. Je m'attendais pas à être déçue, mais tout ce que j'imaginais s'est révélé vrai. Nusa Penida et Nusa Lembongan. En fait, à partir du moment où on a quitté l'île de Java et qu'on est arrivé donc d'abord pour passer une nuit à Denpasar, et puis après les 10 jours qu'on a passé entre Nusa Penida et Nusa Lembongan, à partir du moment où on a quitté Java, j'avais plus l'impression d'être en Indonésie. Voilà, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. C'est aussi pour ça que j'avais pas spécialement envie de visiter Bali pour un premier voyage en Indonésie. En fait, tout est touristique, et le fait que ça soit touristique, c'est pas un problème. C'est juste que c'est touristique occidentalisé. J'ai pas du tout eu l'impression d'être en Indonésie pendant les 10 jours qu'on a passé à Nusa Penida et Nusa Lembongan. En fait, selon moi, c'est fait pour les touristes. Jusque là pas de problème, voilà. Mais je trouve que c'est fait pour que les touristes retrouvent tout ce que eux ils aiment en vacances. Et du coup il n'y a plus de culture indonésienne. Enfin en tout cas il n'y en a pas énormément je trouve par rapport aux 2 semaines et demie que je venais de passer avant à Java. J'ai trouvé ça aseptisé, c'était fait pour les occidentaux. J'ai jamais vu autant de restaurants qui vendaient des avocado toast qu'à Nusa Lembongan et Nusa Penida. J'en ai vu aucun pendant les 3 semaines que j'ai passé à Java, donc je pense que c'est parlant. J'adore les avocado toast, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est juste que j'ai trouvé ça dommage que ça soit autant poussé à l'extrême, tout simplement. Après, Nusa Lembongan et Nusa Penida, c'est des endroits paradisiaques, évidemment. C'est des plages qui sont super belles, l'eau est magnifique, je comprends pourquoi les gens y vont. Ce que je trouve dommage, c'est que j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont vers Penida, Lembongan, et je suppose, mais encore une fois j'ai pas visité Bali, donc je suppose Bali, qui n'ont pas l'air d'avoir ni l'envie ni la curiosité de visiter ailleurs en Indonésie. Et je trouve que c'est dommage parce que finalement tu te retrouves dans ces îles-là et t'as tout ton confort d'occidental et t'as rien qui te permet de découvrir un tant soit peu la culture indonésienne, ou en tout cas pas énormément quoi. Donc j'ai trouvé ça un peu aseptisé, c'est ce à quoi je m'attendais et c'est finalement ce que j'ai vu. Ensuite, comment faire pour l'eau type brossage de dents / cocktail avec glaçons? Honnêtement, je suis tellement pas bien placée pour répondre à cette question. Parce qu'on est arrivé au Vietnam, qui était notre première étape, enfin non, on est arrivé à Singapour d'abord, mais genre 24 heures. Et à partir du moment où on est arrivé en Asie, en fait, on a tellement pas fait attention à ça. Enfin, déjà moi je me suis toujours brossé les dents avec l'eau du robinet. Alors après, j'ai jamais bu l'eau du robinet, c'est juste pour me rincer la bouche. Mais je me suis toujours lavé les dents avec l'eau du robinet. Genre, même quand j'habitais au Cambodge, je l'ai toujours fait, j'ai jamais eu de problème. Après, je suis quelqu'un qui ne suis pas très sensible du ventre à la base. Dit-elle alors qu'elle a quand même été malade ces 3 derniers jours en Indonésie. Mais je suis du genre à être assez peu malade, je suis pas sensible, j'ai pas d'intolérance alimentaire ou quoi que ce soit, donc je suis pas très sensible à ce niveau-là quand même. Perso, je me suis toujours brossé les dents avec l'eau du robinet, même si j'ai jamais bu l'eau du robinet, je me suis toujours rincé la bouche avec. Pour les glaçons, on a fait attention au début, quand je dis au début, ça a été l'affaire de 4 jours, au début de notre voyage en Asie, pas notre voyage en Indonésie, donc déjà 1 mois et demi avant ça. Et au bout de 4 jours, je pense qu'on a dû commander un café glacé, et on n'a pas pensé ça avec des glaçons, on a dit tant pis, on n'a jamais eu aucun problème avec les glaçons. Ça veut pas dire que tu n'auras jamais de problème avec les glaçons. Il y avait aussi pas mal de restos où soit c'était écrit sur le menu, soit tu demandais, ils te le disaient, où les glaçons en fait étaient faits tout simplement avec de l'eau en bouteille. Puis il faut savoir aussi quand même que l'eau n'est pas potable pour nous,
mais aussi pour eux. Ça veut dire qu'ils ne boivent pas l'eau du robinet. C'est pour ça que en général, moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop de problème avec les glaçons, mais on faisait quand même toujours gaffe. Hein. On n'a jamais pris sur des marchés de rue par exemple des trucs avec des glaçons, on a toujours fait attention à ça. Mais après, non, on prenait des trucs avec des glaçons tout le temps. Et je précise d'ailleurs que quand j'étais malade, ce n'était pas à cause de glaçons, mais c'était à cause de viande qui, je pense, n'avait pas trop suivi la chaîne du froid. Donc honnêtement, je ne suis peut-être pas la meilleure pour répondre à cette question, et peut-être que je suis pas du tout un exemple à suivre. Hein. Mais ce qu'on avait quand même avec nous, au cas où si vraiment au dernier moment on le sentait pas, on avait une plaquette avec nous de Micropure, donc c'est les pastilles désinfectantes pour l'eau. Après, au niveau des vols et objets précieux électroniques, comment tu gères? Bah comme je gère tout le temps, je range dans des casiers et je mets un cadenas. Voilà. Après, c'est comment dans les grandes villes niveau fourmillement, entre parenthèses, la personne me précise agoraphobie. Jakarta, je te conseille peut-être pas d'y mettre les pieds quoi. Sinon j'ai jamais trouvé qu'on était submergé par la foule. Je pense peut-être avec le Covid il y avait moins de monde à Java aussi. Après toutes les villes qu'on a visitées, notamment Java, étaient des grandes villes. Après moi quand tu dis fourmillement et agoraphobie, je pense plutôt à des grands rassemblements. Et dans ces cas-là, je te dirais peut-être d'éviter Jakarta. En plus, nous on y allait, enfin on est arrivé le jour de la fête nationale, donc forcément il y avait beaucoup de monde sur la grande place de Jakarta. Sinon, dans les autres villes, on n'a pas eu trop de problèmes comme ça. Donc je te dirais que c'est pas trop fourmillant, enfin en tout cas j'ai jamais vu de gros rassemblements de foule, je me suis jamais sentie oppressée parce qu'il y avait trop de monde. Y a-t-il un accueil différent à Bali et dans le reste du pays? Encore une fois, je ne suis pas allée à Bali, j'y ai juste littéralement dormi 2 nuits, donc je ne pourrais pas répondre à cette question. Et après la dernière question, la personne me dit carte SIM / Telkomsel. Donc après j'ai quand même demandé à la personne de préciser ce qu'elle voulait dire parce que j'étais pas trop sûre. Et donc la personne m'a précisé en DM par rapport aux cartes SIM, j'ai vu que Telkomsel était bien et pas cher pour internet, mais qu'il y avait une notion de réseau local et de réseau classique. J'ai pas tout saisi, quel est le plus simple selon toi? Alors justement, nous on a pris une carte SIM en arrivant, on l'a prise à l'aéroport directement, justement chez Telkomsel, et on a vu après avoir acheté la carte SIM qu'il y avait un bail de genre réseau local, réseau national et tout. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas ce que c'est la différence. Tout ce qu'on a compris, c'est qu'on avait quand même eu internet avec cette carte SIM pendant tout le temps on était en Indonésie et peu importe là où on était. Donc la différence entre le réseau national et le réseau local, on l'a pas trop compris. On sait pas exactement quand est-ce qu'on était considéré en réseau local et quand est-ce qu'on était considéré en réseau national, mais on a toujours eu internet. À savoir juste avec l'opérateur Telkomsel précisément, il te demande directement d'ouvrir un compte en fait, où tu dois mettre 200 000 roupies dessus et ensuite c'est toi qui recharges ta carte SIM de données internet avec ces 200 000 roupies. Donc dans tous les cas, tu pars avec 200 000 roupies dans ton compte entre guillemets. Donc si, même imagine à un moment où tu tombes en rate de données parce que tu as dépensé tous tes gigas internet, bah dans tous les cas tu as été obligé de mettre 200 000 roupies à la base sur la table, donc pioche dedans quoi. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo récapitulative de mon voyage en Indonésie. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura donné des infos si toi aussi tu prévois de partir en Indonésie bientôt. D'ailleurs si c'est le cas, n'hésite pas à mettre dans les commentaires les îles que tu voudrais visiter. Bien sûr si tu as d'autres questions par rapport à l'organisation d'un voyage en Indonésie, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!